C'est donc le Zoom de ce Smart Impact. On parle de l'industrie verte avec Sébastien Martin, le président d'Intercommunalité de France, qui est avec nous en duplex. Bonjour, bienvenue. Vous êtes également le président du Grand Chalon et le premier vice-président du département de Saône-et-Loire. Peut-être quelques mots de présentation des intercommunalités. Ça représente combien de communes? Vous représentez combien de communes en France? On représente toutes les communes aujourd'hui. Il n'y a pas une commune en France qui ne soit pas dans une intercommunalité. Il y a 1254 intercommunalités qui regroupent les un peu plus de 35 000 communes de notre territoire. Donc chaque Français vit dans une intercommunalité et notre association, elle les regroupe de la communauté de communes jusqu'à la plus grande métropole. Et donc, on va parler ensemble de réindustrialisation. Quel rôle les intercos, les intercommunalités, plus généralement les territoires, jouent dans cette réindustrialisation? Un rôle majeur. D'abord parce que la loi a donné aux intercommunalités la compétence du développement économique. Les communes, aujourd'hui, n'ont plus cette compétence, les départements n'ont plus cette compétence, elle est partagée entre les régions et les intercommunalités. Et nous, plus particulièrement, sur toutes les questions foncières et d'accompagnement des entreprises. Donc, il ne peut pas y avoir d'implantation d'entreprises s'il n'y a pas eu une intercommunalité qui propose du foncier à une entreprise et qui propose son accompagnement pour la réussite de son projet. Donc, on a un rôle fondamental, je crois, dans la réussite à la fois de la réindustrialisation et du développement aussi des entreprises qui sont déjà présentes sur nos territoires. Oui, avec un enjeu financier, enfin de passage à l'échelle. Quand on parle d'industrie, forcément, il y a des investissements lourds, donc ça se joue à la dimension d'une intercommunalité. Il y a cette idée aussi? Il y a l'idée aussi de se dire que l'enjeu du développement économique, il est tellement fort qu'on ne peut pas avoir sur un territoire une espèce de concurrence entre les communes, entre elles, si vous voulez. On ne peut pas avoir qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre de la rivière, de la Saône, chez moi, par exemple, une espèce de concurrence fiscale entre deux communes pour être le plus fort, pour attirer l'entreprise. Et à l'époque, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, le législateur, c'est ce qu'il a souhaité. Il a souhaité qu'on soit en capacité, d'une part, de sortir de concurrence un peu stérile, et d'autre part aussi, en se regroupant, comme vous le dites, d'avoir de vrais moyens d'agir pour faire du développement économique sur les territoires, pour faire la promotion de nos territoires, et puis pour avoir les leviers financiers, pour pouvoir aménager des zones d'activité économique. Je vous donne un exemple très simple. Chez moi, quand Kodak est parti, Kodak était présent sur 5 communes différentes. La zone était tellement grande qu'elle était sur 5 communes différentes. Eh bien, on a réussi à supplanter cette épreuve, à dépasser cette épreuve, parce qu'il y avait l'intercommunalité, parce qu'il y avait un interlocuteur unique et qu'on a su mobiliser tout le monde pour y arriver. Voilà, l'union fait la force. Ouais, mais on le voit, alors il n'y a peut-être pas de concurrence entre les communes grâce à ce système, il peut y avoir des concurrences entre les territoires quand même, ça pourrait être les plus séduisants possibles, les plus attractifs possibles pour un projet, et notamment en matière d'industrie verte, on voit qu'il y a une concurrence entre les États. Il y a cette loi, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été votée à mi-août aux États-Unis, avec des subventions. Bon, alors il y a le prix de l'énergie aux États-Unis, mais il y a des subventions qui sont telles qu'on voit déjà des grands groupes européens qui ont déplacer leur projet, notamment de Gigafactory, vers les États-Unis. Est-ce que vous pensez que la France, et même au-delà, l'Europe, est armée? Les premières réponses, est-ce qu'elles vous semblent à la hauteur de l'enjeu? Alors, d'abord, la France, elle avait un petit peu anticipé, parce que vous savez qu'il y a un plan qui s'appelle France 2030, qui mobilise 53 milliards d'euros pour accompagner le développement, notamment technologique, des entreprises industrielles françaises. Ça, c'était un premier élément de réponse. Aujourd'hui, il y a une vraie discussion qui est menée au niveau européen pour assouplir ce qu'on appelle le régime des aides aux entreprises, et qui me semble indispensable, parce qu'effectivement, l'économie aujourd'hui, c'est plus que de la concurrence. C'est parfois un peu une guerre économique. Et quand on est dans une situation de guerre économique, eh bien, il faut que la puissance publique soit en capacité de répondre face aux États-Unis, face à l'Asie aussi. Et donc, on attend impatiemment les résultats de ces discussions entre États au niveau européen. Mais je crois, comme vous le dites, qu'il va falloir sans doute un peu passer la surmultiplier. Maintenant,
il n'y a pas dans des décisions stratégiques d'investissement d'entreprise qui partent pour 20 ans, 30 ans sur un territoire que des choix d'opportunités financières à un moment ou à un autre. Ça compte, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas suffisant. On va aussi avoir besoin de la qualité de la main-d'œuvre, on va aussi avoir besoin de la qualité des infrastructures. Et sur ces sujets-là, la France et le continent européen, mais plus particulièrement la France, a de sacrés arguments à faire valoir, notamment par rapport aux États-Unis. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin sur la qualité des infrastructures publiques aux États-Unis et sur la qualité des infrastructures publiques que l'on peut trouver en France. Mais alors, il y a quand même des freins, et on va peut-être développer autour de 2 freins potentiels. Il y a d'abord le manque de foncier économique. Comment vous l'appréhendez, ça ? C'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui. En plus, la France est engagée dans ce qu'on appelle le principe de zéro artificialisation nette, parce qu'on a beaucoup consommé de foncier par le passé. Nous plaidons pour dire, j'ai vu que d'ailleurs Bruno Le Maire reprenait cette idée, que artificialiser des sols pour réindustrialiser notre pays, ce n'est quand même pas la même chose qu'artificialiser les sols pour mettre un énième centre commercial. Et nous demandons à ce qu'il y ait des différences qui soient faites, qu'il y ait par exemple des critères de pondération, que quand on artificialise 1 hectare pour de l'industrie, finalement ça pourrait compter pour 0,5, alors que quand on artificialise 1 hectare pour un centre commercial ou un énième lotissement, eh bien qu'il y ait cette fois-ci que ça compte pour 1,5 hectare par exemple. Parce que l'enjeu de la réindustrialisation, il va avec celui de la transition écologique. Moins nous produirons de choses qui sont faites à l'autre bout du monde, selon des règles environnementales qui sont moins exigeantes que celles que nous trouvons ici, qui par ailleurs ensuite nécessitent des frais de transport et surtout des transports qui sont loin d'être décarbonés, eh bien moins nous ferons ça, plus nous participerons aussi à la transition écologique. Donc la réindustrialisation... Sébastien Martin, pardon de vous interrompre, j'entends cet argument, mais ça dépend quand même de l'industrie qu'on réinstalle. Si c'est de l'industrie carbonée ou ultra carbonée, ça n'a pas de sens. Oui, mais la France, justement, s'est engagée aussi dans une stratégie de décarbonation de son industrie, de décarbonation de ses sources de production d'énergie pour l'industrie. On connaît plein d'exemples aujourd'hui. Alors, il y a les 50 plus gros sites industriels qui ont été réunis à l'Élysée pour ça, parce qu'on considère que si on agit déjà sur ces 50 plus gros sites, on aura fait énormément du travail. Sur, par exemple, Dunkerque, où aujourd'hui on est en train de passer du gaz à l'hydrogène comme source d'énergie. Il y a des territoires, des communautés de communes parfois pas très importantes qui mettent en place des centrales photovoltaïques, des énergies vertes à disposition de leurs entreprises. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en la matière et avec une trajectoire de décarbonation de notre industrie qui aujourd'hui est engagée en France. Donc je suis... C'est pas que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je crois qu'il y a une vraie stratégie aujourd'hui qui est engagée en la matière. Mais bon, en tout cas, il faudra peut-être aussi, parce que vous parlez de conditions, c'est-à-dire sur cette zéro artificialisation nette, il faut aussi bien regarder quel est le projet. On est d'accord là-dessus, je pense. L'autre frein, et je sais que vous menez une action là-dessus, vous avez parlé de l'attractivité des territoires et notamment de la qualité de la main-d'œuvre. La difficulté, c'est qu'il y a énormément de secteurs qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre aujourd'hui. Vous proposez de créer des académies de formation, c'est ça en quelque sorte dans les territoires ? Oui, on garde de la souplesse. L'académie, ce n'est pas une énième administration. L'idée de l'académie industrielle, c'est d'arriver à réunir sous une même bannière des organismes de formation, des établissements d'enseignement supérieur, des grandes écoles pour pouvoir proposer un parcours de formation et d'enseignement supérieur, c'est-à-dire de Bac-3 jusqu'à Bac+5, qui soit dans le territoire et qui soit en adéquation avec les filières de formation dont nous avons besoin. Je vous prends un exemple. Moi, je suis un territoire où j'ai Framatome, marqué par le nucléaire, la mécanique, la métallurgie. Ce ne sont pas exactement les mêmes besoins que l'ouest de la France, qui va être plus marqué par des industries agroalimentaires, par exemple. Et donc, cette idée d'académie, c'est beaucoup de souplesse. On met autour de la table les acteurs de la formation, on construit des parcours de formation qui font intervenir différents acteurs. Ça peut être une organisation professionnelle, ça peut être l'université, ça peut être une grande école. Et surtout, du coup, on propose à un jeune qui vient sur notre territoire une vraie filière globale. On souffre dans notre pays d'avoir trop, si vous voulez,
de filières à tiroir. Alors, on va faire le bac+2 ici, mais après, il faut partir dans la grande ville et puis après, il faut aller ailleurs. Non, là, il faut rapprocher le territoire et l'enseignement supérieur et la formation pour créer les synergies. Et en plus, l'industrie de demain va être plus technologique, plus verte, plus décarbonée. Donc, on a besoin de plus de matière grise et donc de rapprocher ce qui permet de valoriser cette matière grise des territoires pour accompagner le mouvement qui est engagé en France. Pour réduire évidemment cette attractivité des grandes villes, des grandes métropoles, je crois que les 2/3 des étudiants sont aujourd'hui concentrés dans les 22 plus grandes villes françaises. Merci beaucoup Sébastien, Martin, et à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours.